Lina et le magazine L'Histoire vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite. Des femmes qui manifestent pour leur liberté sexuelle entre demande de remboursement de la contraception et reconnaissance de l'avortement. En 1971, on commençait tout juste à prendre conscience de la révolution sexuelle provoquée par la pilule. Et c'est de cela qu'il sera question dans l'info dans le rétro, au moment où l'on célèbre le 50e anniversaire de la loi Neuwirth qui a autorisé la contraception. Comment la pilule a-t-elle été adoptée ? Quelles conséquences a-t-elle eu sur la société française? Est-elle aujourd'hui aussi prisée qu'il y a 50 ans? Pas si sûr. Nous en parlons avec mes invités, mais avant de commencer, écoutons 50 ans après ces manifestations féministes, les témoignages de 3 femmes qui ont toutes abandonné la pilule. C'est pas qu'on nous impose la pilule, mais c'est vraiment le moyen de contraceptif de base, avec le préservatif. Et c'est celui vers lequel on nous amène le plus facilement, alors qu'au final, il y en a d'autres qui peuvent être plus responsables pour la santé, l'hygiène de la femme. N'ayant pas de partenaire, je me suis dit ça sert absolument à rien. Et comme j'aimerais avoir des enfants, voilà, je me suis dit autant préserver ma fertilité et voilà. J'avais repris la pilule depuis 6 mois. Et là, les effets sont revenus, donc c'est-à-dire tristesse, un peu moins d'entrain, moins de motivation aussi surtout. Donc là j'ai décidé de l'arrêter il y a une semaine et là je sens que déjà ça va mieux. Et du coup j'ai décidé de vraiment plus jamais la prendre. Troublante remise en cause de la pilule dont on célèbre le 50e anniversaire de la contraception, avec un numéro d'ailleurs du magazine L'Histoire dans lequel se trouve un article de Perrine Simon-Naoum qui est consacré au 50e anniversaire de la loi Neuwirth. L'Histoire, notre magazine partenaire, et donc un article qui rappelle bien comment la loi a émergé. Avec moi 2 invités, d'abord un grand témoin, Daniel Gaudry, vous êtes gynécologue, vous avez été une actrice de cette histoire, on aura l'occasion d'y revenir dans l'émission. Et puis une historienne, Bibia Pavard, vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Assas et vous avez publié aux Presses universitaires de Rennes un livre précisément sur ce thème, Un enfant si je veux, quand je veux. Peut-être qu'on reviendra dans l'émission sur le sens de cette phrase. J'avais envie de vous demander, pour commencer, Daniel Gaudry, vous êtes surprise par l'attitude de ces femmes? Alors je pense, disons que c'est un petit peu surprenant pour les arguments utilisés, mais que les jeunes générations veuillent reconstruire un autre modèle de sexualité et de méthodes contraceptives, pourquoi pas? Au planning familial, nous avons toujours été pour le choix des femmes. Donc on ne va pas les critiquer à ce niveau. Le choix des femmes. Bibia Pavard, pour vous, la remise en cause de la pilule, c'est quelque chose de neuf ou il faut la défendre un peu comme un combat presque encore féministe? Non, je pense que cette remise en cause, elle est très intéressante parce que la pilule, c'est finalement un objet total, un objet médical, mais aussi social, culturel, politique. Et finalement, c'est comme un précipité d'une époque. Et ce rejet par certaines personnes de la pilule aujourd'hui, c'est finalement révélateur d'un rapport particulier à la médecine, à la science, mais aussi à la sexualité et au rapport femme-homme. D'accord, on va revenir à une autre époque, justement, à un autre moment où la pilule commence très discrètement à être imaginée, à faire débat. On est en 1961, c'est à Grenoble et c'est l'ouverture du premier planning familial. Le premier centre français de planning familial, dit aussi de maternité heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales. Cet établissement est destiné avant tout à l'information des couples et surtout des femmes, préoccupés pour des raisons de santé, de régulariser et non pas de limiter les naissances, a déclaré le professeur Pascal, président de la section grenobloise de ce mouvement. Bibia Pavard, à cette époque, il n'y a pas la pilule. Donc quel est le rôle du planning familial? Alors le rôle, c'est un rôle d'information, c'est bien dit, parce que la loi de 1920
contraint la liberté de circulation de l'information, elle interdit toute propagande anticonceptionnelle. Donc le rôle du planning familial, c'est d'abord d'informer sur le contrôle des naissances, sur la possibilité de les limiter. Les moyens de contraception de l'époque, c'est plutôt... Juste, vous avez dit la loi de 1920, elle dit quoi cette loi, et puisqu'elle est le cadre légal encore dans les années 60 ? Alors c'est une loi un peu ambiguë parce qu'elle n'interdit pas en tant que telle la contraception, mais elle interdit la vente et la circulation de contraceptifs et surtout elle interdit cette propagande anticonceptionnelle. Donc c'est dans un cadre nataliste qu'elle a été prise et l'idée c'est de ne pas inciter la population à utiliser ces contraceptifs. Néanmoins, les Français utilisent déjà des formes de contraception, mais les Français n'utilisent pas des contraceptifs modernes. D'accord. Encore un détail, enfin un détail, pas un détail, une question. La loi de 1920 réprime aussi l'avortement. Ah oui. C'est aussi une autre caractéristique de la loi de 1920, c'est d'associer la contraception et l'avortement et d'interdire très fermement l'avortement pour les avorteurs et les avortés. D'accord. Daniel Gaudry, dans les plannings familiales de ce début des années 60, on fait quoi? On donne des cours? Alors, on reçoit les couples qui sont en difficulté par des grossesses répétées, non désirées. On reçoit des couples qui veulent découvrir aussi les moyens existants de contraception. Et par contre, on les oriente vers des médecins qui vont pouvoir faire des consultations. Il n'y a pas de consultation à ce moment-là. Et le centre de Grenoble va être un des centres où on va fabriquer un des premiers contraceptifs facilement utilisables, qui est un spermicide qui s'appelait l'Alpagel. D'accord, alors parce que parmi les moyens contraceptifs, effectivement, c'était quoi un petit peu l'éventail possible à cette époque? C'était surtout les moyens locaux. Avec, le préservatif masculin existe depuis très longtemps et était surtout accepté dans la société comme pour la prévention des infections sexuellement transmissibles. Et deuxièmement, donc il y avait le diaphragme, mais qu'on faisait venir ou de Suisse ou d'Angleterre. Et les spermicides, pareil, il y avait un circuit commercial venant de l'étranger, et c'est pour ça que le centre de Grenoble a créé cette fabrication. Il y avait quand même encore des drames à cette époque. Il y a des femmes qui meurent. Bien sûr, bien sûr. Il faut bien se remettre dans l'esprit qu'à cette époque, les femmes faisaient des avortements répétés parce que il n'y avait pas de contraception fiable, on va dire, et les méthodes naturelles à l'époque, nous sommes tous des bébés oginaux. D'accord. D'accord, nous sommes tous des bébés oginaux. On va retenir ça. Alors justement, pour ne plus avoir des bébés oginaux, il y a un homme politique, un gaulliste qui s'appelle Lucien Neuwirth, qui va, avec un groupe de femmes et de militantes, commencer à promouvoir l'idée de la contraception. On va l'écouter en 1966 annoncer le projet de loi qu'il a en tête et qui sera en réalité adopté l'année suivante. Nous pensions tout d'abord supprimer les 2 articles de la loi de 1920 qui interdisent l'utilisation, la vente des produits contraceptifs et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, l'information dans le domaine de la procréation. Parce qu'on parle beaucoup de contraception, mais il faut regarder l'origine, c'est la procréation. On avait fait une espèce de silence sur tout ce qui entoure les conditions de la vie, qui faisait que pendant 46 ans, dans nos facultés de médecine, on n'a surtout pas parlé de la contraception. On a évité de parler de ces problèmes de la vie même, de la procréation, et maintenant nous sommes condamnés à rattraper ce retard. Donc nous avons dû prendre acte qu'en réalité, supprimer 2 articles d'une loi, ce n'était pas sérieux, qu'il fallait mettre en place toute une législation. Alors bien sûr, tout d'abord, nous autorisons l'utilisation et la vente des produits contraceptifs uniquement en pharmacie, bien entendu. Livia Pavard, qu'est-ce qu'elle disait cette loi et est-ce qu'elle n'était pas un moyen, en promouvant la contraception, d'essayer de ne pas changer le cadre légal de l'avortement?
Alors la loi de 1967, la loi Neuwirth, effectivement, un des arguments pour la faire passer, c'est de dire que c'est un moyen pour lutter contre l'avortement clandestin et qu'une fois la possibilité d'accéder aux contraceptifs modernes, l'avortement allait disparaître. C'était l'espoir de l'époque. Mais c'est une loi qui est extrêmement restrictive, il faut le rappeler. Elle interdit la vente de contraceptifs aux mineurs. Il faut une autorisation parentale. Je rappelle que la majorité est alors à 21 ans. C'est vrai. Les contraceptifs ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, donc ça introduit des inégalités de classe, évidemment. Et il y a aussi des décrets d'application. Il y a des décrets d'application qui tardent vraiment à être pris. Le dernier étant pris en 1973. Donc il y a aussi tout un travail administratif qui va ralentir l'application de cette loi. Alors, Danielle Gaudry, vous aviez 17 ans à l'époque. En 1967. En 1967, voir adopter la pilule, pour vous, c'était quelque chose qui vous intéressait. Vous pensiez, je ne sais pas, à cet âge-là, à la prendre ? Alors, non, à 17 ans, je ne pensais pas prendre la pilule, mais par contre, au niveau familial, dans l'histoire familiale, ça a été une avancée importante. Effectivement, la majorité était à 21 ans, et quand on avait moins de 21 ans, et j'ai pu le vivre moi-même, il fallait trouver vraiment le médecin qui soit suffisamment compréhensif pour obtenir la pilule. Il y en avait. Je veux dire, il y a toujours eu des médecins qui ont préféré avancer dans la santé publique, j'allais dire, éviter les drames des avortements, plutôt que de laisser des mineurs se retrouver sans solution. On va voir justement cette question de la contraception. Elle entre dans les familles. Et déjà en 1972, il y a un reportage dans le journal télévisé qui nous montre comment une femme fait sa planification des naissances. Je prends la pilule depuis 5 ans et j'ai décidé de la prendre après la naissance de ma fille, qui est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Nous voulions attendre 3 ans et elle est arrivée 9 mois et 1 jour après notre mariage, ce qui était vraiment très tôt. Et ensuite ? Et bien ensuite, je crois que d'un commun accord, nous avons décidé qu'il était temps d'avoir un second enfant. Et j'ai arrêté la pilule 2 mois avant la date que nous aurions aimé, où nous aurions aimé le mettre en route. Est-ce que vous conseilleriez à votre fille de prendre la pilule quand elle sera en âge de la prendre ? Alors là, c'est une question très difficile. Pour une mère, je crois que c'est très difficile car je pense quand même que pour les jeunes filles, la pilule offre une certaine facilité et de ce fait un certain laisser-aller. Certes. Moral, en tous les cas. C'est incroyable, cet extrait. Vous avez vu, elle parle devant ses enfants, devant sa petite fille. Elle dit elle est venue trop tôt. Mais alors, Bibia Pavard, c'est quand même l'idée qu'on peut être pratiquement le maître complet de sa vie, qu'on peut planifier le moment où on va voir ses enfants par rapport à une carrière ou même par rapport à des relations familiales. Alors tout à fait. Et effectivement, un des arguments dans les débats parlementaires, c'est la peur d'une remise en cause de l'ordre du genre. C'est-à-dire, mais est-ce que les femmes ne vont pas être totalement libres d'aller tromper leur mari sans qu'ils le sachent ? Donc il y a vraiment une angoisse par rapport à ces rôles féminins et masculins qui s'expriment à ce moment-là. Mais ce que l'on voit aussi dans cet extrait, et c'est très intéressant avec la présence des enfants, c'est l'idée que la pilule et la contraception de façon générale peut permettre une famille harmonieuse, heureuse. Et le choix du moment d'avoir ses enfants, ça permet aussi de les choyer davantage et d'avoir une harmonie à la fois sexuelle et familiale. C'est ce qui est promu à ce moment-là par le planning familial. Mais alors en même temps, c'est un moment de nouvelle mobilisation du côté des féministes, puisqu'on réclame le remboursement de la pilule. Et on va voir justement en 1974 un sujet qui aborde et qui présente aux Françaises la nouvelle possibilité qui va être donnée d'avoir la pilule gratuitement. On pourrait se procurer maintenant la pilule sans ordonnance. Est-ce que je pourrais en avoir? Ah non, ce n'est pas encore autorisé. J'ai entendu également, moi, mais actuellement, vous devez avoir une ordonnance médicale. Et je suis forcée de... Non, effectivement, une jeune fille ne peut pas encore se procurer librement la pilule. Mais elle le pourra bientôt si l'Assemblée nationale adopte cet après-midi la série de mesures décidées hier soir par le Conseil des ministres.
Ces propositions sont les suivantes. Les jeunes filles pourraient avoir accès à la contraception, quel que soit leur âge et sans autorisation de leurs parents. Les femmes n'auraient plus besoin de donner leur identité chez le pharmacien pour obtenir des contraceptifs. Seule une ordonnance resterait nécessaire. Les visites médicales de contraception seraient remboursées par la sécurité sociale. Les contraceptifs eux-mêmes pourraient être remboursés. Daniel Gaudry, est-ce que c'est pas au fond ces 2 premières années du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1975, qui sont la vraie révolution en matière de contraception et d'avortement? On peut dire que là, ça a été une prise de conscience de la société, que même si on autorisait, même si on remboursait, que ça n'allait pas entraîner un chaos sociétal, mais qu'au contraire, ça allait plutôt, au contraire, calmer les choses et faire que la société allait être plus sereine. Livia Pavard, à la même époque, il y a un député gaulliste qui réclame, parallèlement au remboursement de la pilule, celui du préservatif. Est-ce que ça vous paraissait un peu bête ou est-ce que c'était finalement pas une si mauvaise idée? Non, je pense que l'argument d'alors était tout simplement la possibilité de lutter contre les maladies vénériennes. Et effectivement, le préservatif, à ce moment-là, est associé aux maladies vénériennes. Donc il y a une logique à un remboursement, pas seulement de la pilule ou du dispositif intra-utérin dit stérilé à l'époque. Mais il faut bien noter effectivement que c'est cette loi de 1974, la loi Veil, qui banalise la contraception et qui la libéralise totalement. On retient la loi Neuwirth de 67, mais on peut dire que 74, c'est le véritable tournant. D'accord. Alors, on va voir quand même que très rapidement, cette pilule qui est rentrée dans les mœurs va engendrer les premières craintes. On est au début des années 80, en 1982, et écoutez ce reportage du journal télévisé où une femme indique les inquiétudes qui y naissent. Je pense qu'elles sont pas mal informées, mais qu'elles ont peur, qu'ils traînent, que peut-être ça va donner le cancer, peut-être ça va les faire grossir, elles vont peut-être être malades et elles ont vraiment peur. Et elles arrêtent souvent une contraception pour des raisons pas déterminées, mais plutôt la grande terreur. Daniel Gaudry, la grande terreur, la gynécologue que vous êtes, comment elle perçoit ça dans les années 80 ? J'allais dire, enfin, je rappellerai quand même que la pilule, elle date de 1955-56 aux États-Unis. Donc on avait déjà un recul en 1980. En tant que médecin, nous savions les effets secondaires, nous connaissions les contre-indications absolues. Mais c'est vrai que les femmes se posaient les questions, et qu'elles se posent toujours du reste, sur la prise de poids, l'influence sur la libido, le cancer du sein, enfin, etc. Donc, c'est... On vous parlait déjà du cancer Oui. Bien sûr. Mais vous prescriviez énormément la pilule à l'époque. On prescrivait beaucoup la pilule, on prescrivait aussi pas mal le stérilet, mais souvent ça venait après une certaine phase de pilule et souvent après les enfants. Puisque à cette époque, la norme contraceptive, chaque époque a sa norme contraceptive, c'était on prend la pilule avant les enfants, on fait ses enfants et ensuite on se fait poser un dispositif intra-utérin. Donc certaines femmes étaient très très contentes de la prise de la pilule et d'autres en avaient peur. D'accord, voilà. Alors elles en avaient peur, donc il faut trouver des alternatives. Et précisément, on va voir qu'en 1982, on réfléchit déjà à la pilule masculine. Pour la première fois, les hommes peuvent venir en consultation pour s'informer et prendre la pilule. Le testicule, le déférent et le pénis. Les spermatozoïdes sont fabriqués au niveau du testicule, jusqu'ici. Les 2 comprimés que l'on va donner vont supprimer cette fabrication. Toutefois, lorsqu'on supprime cette commande, il y a quelquefois une baisse de l'hormone mâle. Dans ce but, nous vous proposerons de vous passer une lotion sur la peau tous les jours au niveau du ventre afin qu'il y ait un équilibre constant de l'hormone mâle. D'accord. Sans être aussi sûr que la pilule féminine, cette pilule peut permettre à l'homme d'arriver à un état de stérilité temporaire considéré comme efficace. Je t'avais demandé de faire un certain nombre de bilans de départ pour voir un petit peu s'il n'y avait pas de contre-indication. Peut-être on peut regarder le spermogramme. Bon, ton chiffre, donc tu en as fait un deuxième, on comparera. Le chiffre de ta numération, c'est-à-dire le nombre de tes spermatozoïdes, est conforme, il est de 162 millions.
ta mobilité, ta vitalité sont normales. Hein. Donc je pense de ce côté-là, il n'y a aucun problème. C'est pas une destruction de la virilité? Ah non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. En ayant un pouvoir sur son corps à soi, eh bien, on ne peut pas parler de destruction de virilité ou de libido ou autre. Je vous ai vu sourire toutes les deux. Oui. C'est pas la destruction de la virilité, alors que pour les femmes, on n'a jamais posé cette question sur la féminité. Non, et c'est vrai qu'actuellement, on reparle contraception masculine et on n'a pas avancé, la recherche n'a pas avancé sur la contraception masculine. Bon, il y a des choses qui sont en frémissement, en petite recherche, mais ça n'intéresse absolument pas les laboratoires pharmaceutiques déjà. Et deuxièmement, la virilité, effectivement, on n'a pas parlé de féminité chez les femmes. Enfin, la question ne s'est jamais posée. Bibia Pavard, c'est une revendication d'une certaine manière qui est une contraception masculine comme il y a une contraception féminine, c'est une volonté d'égalité? Ah, tout à fait, et ce début des années 80 est en fait un moment où il y a des groupes d'hommes qui réfléchissent à leur participation au processus contraceptif. Alors il y a des expérimentations avec ici effectivement des pilules, mais il y a aussi toute une réflexion sur le slip chauffant. Qui permettrait de réduire la production de préservatifs. Donc c'est une réflexion pour aussi que les hommes participent à ce processus qui doit être un processus partagé, et on commence à avoir l'idée qu'il ne faut pas que la contraception repose uniquement sur les femmes, que ça peut être un poids autant qu'une libération. Donc, il y aura une charge morale. Alors, on va voir quand même que la pilule va engendrer un certain nombre de problèmes. Et en 2013, on écoute le témoignage d'Amélie Weiss, une sportive qui a été victime de thrombose à la suite d'une prise de pilule. Ancienne gymnaste sans aucun antécédent médical, à 23 ans, Amélie Weiss a fait un AVC l'an dernier sur les bancs de la faculté. Cela faisait 10 mois qu'elle prenait une pilule de 3e génération, des pilules qui augmentent le risque de thrombose veineuse. En France, en 27 ans, 13 décès seraient liés aux pilules contraceptives, d'après le système de pharmacovigilance. Je suis outrée de me rendre compte que des gens sont capables de mettre en place des choses et de faire mourir des gens et de dire c'était un risque, tout simplement. C'était un risque. Tant pis. Et de dire encore, c'est un bénéfice pour vous, mesdames, continuez à prendre la pilule. Parce que les gynécologues ils créent une épidémie d'IVG. Rétrospectivement, Daniel Gaudry, vous n'avez pas l'impression qu'on a peut-être un peu trop prescrit des pilules, justement, avec des spécialisations pour l'acné, pour ceci ou pour cela, et que ça a finalement conduit à un certain nombre de drames? J'allais dire, certaines contre-indications de ces produits, quels qu'ils soient, j'allais dire, que contiennent les contraceptifs hormonaux, que ce soit la pilule, le patch ou l'anneau, ne peuvent se découvrir qu'a posteriori. C'est ça qui est difficile à comprendre pour la population, c'est que certaines de ces anomalies de la coagulation vont apparaître pendant les grossesses, à la prise de la pilule, à certains moments. Mais il n'y avait pas quand même une sorte, parce qu'elle le dit, cette jeune fille, il n'y avait pas une sorte de principe de précaution à avoir? On n'aurait pas dû peut-être davantage on aurait eu les grossesses non désirées, et on aurait eu les accidents thromboemboliques et AVC pendant les grossesses. C'est ça, j'allais dire, du point de vue, là je parle non pas en tant que militante féministe, mais en tant que médecin. Nous avons dans notre exercice professionnel effectivement affaire à des complications d'état physiologique, là qui sont apparues effectivement à une prise de médicaments, mais qui malheureusement auraient pu apparaître dans d'autres circonstances. Et c'est pour ça que les actions intentées en justice actuellement n'ont pas abouti sur la causalité. Oui, mais enfin quand même, Bibia Pavard, Marisol Touraine a interdit finalement cette pilule de 3e génération.
Alors, disons qu'on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui commence à remettre en cause cette idée que la pilule ne pose pas problème, mais elle est révélatrice d'un nouveau rapport au corps, à la nature, aux médicaments. C'est vraiment cette idée que aujourd'hui, on n'a plus confiance totalement dans le système de santé, on est méfiant vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Donc finalement, cette pilule, elle est révélatrice d'un basculement social, d'un nouveau rapport à cette question de la nature. Donc vous pensez que ça va décroître, Danielle Gaudry, l'usage de la pilule à l'avenir ? J'allais dire, si on met dans la balance d'autres moyens de contraception avec la même efficacité, avec le moins de contraintes, enfin, on peut imaginer des tas de choses, hein, on peut être créatif dans ce domaine, rien n'est arrêté. À ce moment-là, effectivement, la pilule sera mise au rang de quelque chose d'historique. D'accord. Mais actuellement, on peut difficilement s'en passer quand même. Parce qu'elle n'a pas que des inconvénients, elle a aussi des avantages. Et ça, on n'en parle jamais. D'accord, donc la pilule n'est pas encore complètement un objet d'histoire, même si précisément notre partenaire, le magazine L'Histoire, avait consacré un article de Perrine Simon-Naoum sur l'anniversaire de la loi Neuwirth de 1967. Je vous remercie toutes les deux. Je vous rappelle évidemment le titre de votre livre, Bibia Pavard, « Un enfant si je veux, quand je veux », aux presses universitaires de Rennes. Je voudrais recommander un peu dans la suite de ce débat. Il se trouve qu'il y a un grand événement ce mois-ci, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vous vous souvenez, le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dont les 28 volumes sont mis à disposition sur le site de l'Académie des sciences, 300 ans après leur publication. Alors évidemment, avec mon rédacteur en chef, Pierre Bon-Joseph, on est allé regarder ce qui était dit des relations hommes-femmes. Eh bien, je vais vous lire ce qu'ils disent. Alors écoutez bien cet extrait. « Mais quoique le mari et la femme aient au fond les mêmes intérêts dans leur société, il est pourtant essentiel que l'autorité du gouvernement appartienne à l'un ou à l'autre. Or, le droit positif des nations policées, les lois et les coutumes de l'Europe donnent cette autorité unanimement et définitivement au mâle. » Qu'est-ce que vous en pensez, Bibia Pavard ? Écoutez, ce n'est pas du tout surprenant, c'est tout à fait le fruit d'une époque. Et une heureusement, époque on est un petit peu revenu sur cette idée. Voilà, une époque lointaine. Merci encore à toutes les deux. Ce Louvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. L'autre info dans le rétro, cette semaine, nous amène à Abu Dhabi pour l'ouverture de l'antenne du Louvre, en présence du président Macron, avec des chefs-d'œuvre sortis des réserves du musée. Loin des polémiques du lancement du projet sous la présidence de Jacques Chirac en 2007, il y a une certaine fierté nationale à célébrer la grandeur de l'art français, sans oublier les intérêts économiques et diplomatiques au Moyen-Orient. Cette diplomatie culturelle n'est pas nouvelle. Déjà en 1962, la Joconde est envoyée aux États-Unis comme une ambassadrice en grande pompe. À son arrivée à New York, les photographes n'ont pu admirer qu'une de ses reproductions, la Joconde ne devant pas quitter, comme on sait, sa caisse d'aluminium. Jamais passagère venue du vieux continent n'aura été entourée d'autant d'attention jalouse que Mona Lisa. On avait prévu un camion blindé et climatisé, escorté par 50 policiers. On prétend, il est vrai, que la toile de Léonard de Vinci vaut plus que le paquebot France qui l'a transportée, ce qui force le respect. Des policiers, une escorte et le paquebot France, De Gaulle était représenté à New York par le grand ministre de la Culture, André Malraux. André Malraux, Emmanuel Macron, deux époques, mais une continuité dans la politique culturelle. Une manière de faire de la diplomatie et d'afficher un rapprochement par de grandes expositions. Le fameux soft power. Reste que dès l'année suivante, De Gaulle n'hésitait pas à modifier ses choix et, contre la volonté américaine, à rejeter l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, puis en 1966, à quitter le commandement intégré de l'OTAN. Preuve s'il en est que l'image de marque et les musées, les chefs-d'œuvre même, ne suffisent pas à faire une politique.
Comme chaque semaine, c'est une personnalité liée au passé qui nous dit au revoir, en l'occurrence la reine d'Angleterre, gardienne des traditions, certes, mais aussi grande fortune, dont on a appris cette semaine qu'elle pratiquait l'optimisation fiscale. Maintenant, suivez bien la performance de la reine et de Birman. Bien joué, Majesté. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat, l'INA et le magazine L'Histoire.